On croit tous savoir ce que c'est, le zéro, mais si cette certitude, en fait, reposait sur une erreur historique. Aujourd'hui, on décortique une source qui propose une origine du zéro bien différente et bien plus ancienne que celle qu'on connaît, une origine qui pourrait bien réécrire une sacrée partie de notre histoire. La thèse de l'auteur commence par cette question, une question assez provocatrice, il faut le dire. Et si notre compréhension du zéro, ce pilier de la science, était basée sur une interprétation complètement erronée? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route pour cette analyse. On va commencer par redéfinir le concept même de vide, ensuite on examinera une preuve archéologique, on suivra une piste linguistique, on décodera le nom et le symbole, pour finir sur des ramifications culturelles assez surprenantes. C'est parti? Ok. Première étape de l'argumentation de l'auteur, il faut déconstruire notre idée occidentale du néant. Selon lui, c'est une conception fausse qui nous empêche de comprendre la vraie nature du zéro. Ce n'est pas d'une absence, mais un potentiel. Et ça, c'est sa déclaration fondatrice. Pour lui, l'idée du rien est un leurre. Le vide n'est pas une absence, c'est un état primordial, un lieu de potentiel créatif absolu, un état d'avant la création où tout est encore possible. Et là, ça devient vraiment fascinant. L'auteur établit un lien direct entre cet état primordial et le mot fou en langue malinké. Ce mot, qui veut dire filament ou fibre, est associé à un hiéroglyphe égyptien qui représente une tresse. Selon l'auteur, ce même concept, fou, serait à l'origine du mot grec physis, qui a donné notre mot physique. Le néant ne serait donc pas l'opposé de la nature, mais sa source même. Bon, on a parlé du concept, passons maintenant à la preuve matérielle. L'auteur s'attaque de front au récit historique établi, en présentant une pièce à conviction qui nous vient tout droit de l'Égypte ancienne. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut se rappeler de la position de la science dominante, que l'auteur cite ici. Les Égyptiens n'utilisaient pas le zéro. Leur symbole avait une valeur fixe, peu importe leur position. C'est une affirmation que notre source va directement remettre en question. L'auteur nous fait faire un bond de presque 4000 ans en arrière. Vers 1750 avant notre ère, un intendant, du nom de Néphérotep, rédige un document comptable. Et ce papyrus, redécouvert au XXe siècle, serait, d'après l'auteur, la clé de tout le mystère. Le moment clé, le voici. Dans ce papyrus, Néphérotep fait ses comptes. Il liste les dépenses qui égalent pile poil les recettes. Il doit donc indiquer le solde. Et pour montrer qu'il ne reste rien, qu'il est à zéro, il utilise un symbole spécifique. Pour l'auteur, la preuve est là, irréfutable. C'est la première utilisation connue du zéro en tant que quantité nulle. Mais cette date, moins 1750, c'est juste vertigineux. Il faut bien se rendre compte. L'auteur souligne qu'à cette époque, les peuples grecs, hébreux et arabes n'existaient même pas encore en tant que peuple constitué. L'implication est juste énorme. L'histoire de cette découverte fondamentale serait à réécrire entièrement. Ok, on a la preuve matérielle. Voyons maintenant comment l'auteur renforce sa thèse sur le plan linguistique. Il soutient que pour vraiment comprendre les hiéroglyphes, il faut se tourner vers les langues africaines modernes, qu'il considère comme leurs descendantes directes. Prenons un exemple concret, ce hiéroglyphe. L'égyptologie conventionnelle le lit comme un trilitère, NFR, qui signifie bon ou beau. L'auteur, lui, conteste ça. Il affirme que c'est un bilitère, FR, dont la véritable signification se trouve dans la langue malinké, où il est la racine du nom pharaon. Et qui est Pharaon? Dans la tradition malinké, Pharaon est une représentation d'Osiris. Ses attributs sont l'ordre, la perfection, la beauté, la lumière, des concepts qui, finalement, correspondent parfaitement à la signification de bon et beau. Le hiéroglyphe ne serait donc pas un simple adjectif, mais le symbole d'un principe divin fondamental. Et cette connexion, selon l'auteur, n'est pas du tout isolée. Il montre comment la racine sonore FR, en malinké, se déploie dans une multitude de mots liés à la création, à la vie, à la joie. De la graine au fil, en passant par la musique, tout semblerait pointer vers une même origine conceptuelle, liée au zéro primordial. Alors, on a exploré le concept et la preuve de son ancienneté. Mais le mot zéro lui-même et son symbole, ce cercle qu'on connaît tous, d'où est-ce que ça vient? Voyons ce que l'auteur nous dit là-dessus. L'auteur propose une étymologie sur plusieurs niveaux. Le concept du zéro en est trait du mythe d'Osiris. C'est le vide laissé par sa disparition. Le symbole, ce serait l'Ouroboros, ce serpent qui se mange la queue, l'image parfaite du cycle éternel. Et enfin, le nom lui-même proviendrait de Seth, l'assassin d'Osiris, et son évolution se retrouverait dans des mots swahili et malinké. Cette définition de l'auteur est vraiment puissante. Le zéro n'est pas un simple rien mathématique. Ce n'est pas une absence qui a toujours été là.
c'est le vide créé par la disparition de quelque chose qui existait, un vide chargé de mémoire et de potentiel. Allez, on s'accroche pour la dernière partie parce que c'est ici que l'auteur avance ses affirmations les plus audacieuses sur l'influence profonde et, selon lui, non reconnue de ce savoir ancestral sur la culture européenne. Cet exemple est assez parlant. L'auteur établit un lien étymologique direct entre le mot malinké, follow, lié au concept du zéro, et le nom de l'instrument, violoncelle. Donc d'après lui, un pilier de la musique classique européenne, l'instrument qu'on dit le plus proche de la voix humaine, porterait en son nom même l'héritage de ce concept africain. Et l'analyse de l'auteur va même jusqu'à la culture populaire moderne. Il propose une relecture assez dingue de l'œuvre de Tolkien à travers le prisme du malinké. Le nom Sauron viendrait d'un mot signifiant obéissance. Les orques, ces êtres inachevés, tireraient leur nom de Woroko, qui veut dire arrêter dans son développement. Et les hobbits, capables de passer inaperçus, viendraient de Woloko, qui signifie aussi s'en aller, sans faire de bruit. Et cette affirmation de l'auteur, c'est vraiment le point culminant de sa thèse. Pour lui, ce ne sont pas juste quelques emprunts isolés, c'est une influence fondamentale, si profonde que, sans elle, le folklore européen tel qu'on le connaît s'effondrerait. C'est une déclaration qui invite à une réévaluation complète de nos récits culturels. Pour conclure, l'auteur lance cet appel. Pour lui, la redécouverte de la connaissance des hiéroglyphes à travers les langues africaines permet aujourd'hui de corriger ce qu'il considère comme une appropriation historique et culturelle. On termine sur cette pensée. Si l'histoire d'un concept aussi fondamental que le zéro est si différente de celle que l'on connaît, ça nous pousse à nous interroger. Quelles autres de nos certitudes historiques mériteraient d'être réexaminées ? La source nous laisse avec cette question. Merci de nous avoir suivis.